Alors, bonjour et bienvenue ce soir dans ce live dans lequel nous allons parler de la rétrocausalité. S'il y a des personnes qui sont déjà là, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire signe si vous nous entendez bien déjà avant qu'on commence. On va attendre quelques instants que toutes les personnes qui souhaitent se joindre à nous puissent le faire. Je sais qu'il y a un décalage sur LinkedIn de 10 ou 15 secondes, donc on va attendre. Est-ce que pour les personnes qui sont déjà là, pouvez-vous nous faire signe que vous nous entendez bien dans le commentaire? On va attendre un instant. Bonjour Thomas, LinkedIn user, je ne sais pas qui c'est, donc bonjour à vous ou bonjour toi. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir. Oui, parce que Cornelia, il y a des fois des personnes LinkedIn user, donc je ne sais pas si c'est des personnes que je connais ou pas, c'est un peu embêtant. Mais bon. Ok. Ravi d'être là. Nos amis sont nos amis. C'est pas mal. Ok. Bonjour Thomas, bonjour, oui, super. Ok. Je rappelle simplement que ce live est à titre informatif et ne dispose pas d'un avis médical. On va commencer, Cornelia, si c'est ok pour vous. Très bien. Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le docteur Cornelia Gauthier, médecin généraliste. Vous figurez aussi parmi les premiers médecins formés à la psychosomatique en Suisse. Vous avez rapidement compris que la principale cause des maladies, ce sont les émotions mal vécues. Et vous avez donc développé votre propre méthode de traitement psychocorporel, la thérapie émotionnelle. Et dans votre livre, donc, comment les synchronicités ont changé ma vie, pour la première fois, vous partagez votre parcours initiatique difficile que vous avez terminé par la guérison rétrocausale. Oui. Alors, si vous le permettez, Cornelia, j'aimerais commencer par l'intention, parce que selon moi, tout commence par l'intention et tout se termine par l'intention. Je me permettrai de lire un extrait de votre livre sur la page 20. Oui. J'écris ces livres pour vous tous qui vivez des grands chamboulements, ces tremblements des terres intérieures et parfois extérieures aussi. Je souhaite de tout mon cœur que mon témoignage puisse vous aider lorsque vous n'y voyez plus rien, qu'il puisse vous accompagner si vous vivez une traversée du désert, vous réconforter si vous passez par la vallée des larmes et des douleurs. J'aimerais aussi vous dire que la vue est plus belle et plus panoramique lorsqu'on prend de la hauteur, lorsqu'on découvre qui l'on est vraiment, quelle est notre essence profonde. Cornelia, est-ce que c'est votre intention pour ce livre? Oui, nettement. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses extrêmement difficiles et comme j'ai trouvé quand même des pistes, j'ai eu vraiment à cœur de transmettre mon expérience et de dire aux gens, mais vous voyez, c'est à votre portée. C'est juste que vous avez besoin de savoir de quoi il s'agit, on a besoin de vous dire comment on peut s'y prendre, mais en fait, vous allez pouvoir activer la même chose que moi. Il n'y a pas le fait qu'on ait un don ou pas qu'on ait un don. Il y a vraiment comprendre un mécanisme et après suivre les pistes. Donc, j'ai un petit peu débroussaillé. Oui. On y reviendra aussi, mais c'était très important pour moi d'évoquer votre intention et aussi on terminera par ça parce que j'adore le fait que, je vous admire d'ailleurs par le fait que vous transmettez vraiment du bon cœur tout le savoir, en fait, toutes les expériences que vous avez traversées. D'ailleurs, vous vous livrez dans ce livre sans filtre. Vous partagez des expériences personnelles et professionnelles authentiques. Je vous remercie pour ça. Et vous êtes passé par la phase du tourisme médical parce que personne ne savait ce que vous aviez. Vous avez aussi passé de nombreuses années dans des pires souffrances. Et j'observe depuis des années beaucoup de personnes dans le développement personnel, aussi des médecins, qui vous disent quand vous souffrez le martyre, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, restez positif. Ouais. Alors que le corps dit tout le contraire. Quel est votre avis sur le sujet? Oui, eh ben, ce sont des personnes qui sont en bonne santé qui disent ça. Parce que quand on est soi-même au fin fond de la douleur, on parle plus comme ça. Hein. Et il faut arrêter d'être dans
développement positif à outrance, parce qu'en fait, ça correspond pas à la réalité. Et moi, ce que j'ai voulu dans ce bouquin, c'est dire à quel point on peut avoir mal, à quel point on peut être désespéré, et aller à la rencontre des gens là où ils sont. Parce que quand de là-haut, on leur dit « mais ça va aller, vous verrez », en fait, on se rassure soi-même. Hein, mais ça rassure pas du tout la personne qui est dans la douleur. Oui. Donc, en fait, il y a besoin de dire « mais oui, ça fait mal, oui, c'est épouvantable, oui, c'est désespérant, je connais. Et c'est depuis là que je vous parle. » Merci. J'ai bien la citation de Platon que vous décrivez d'ailleurs. Être initié, c'est apprendre à mourir. Eh oui. Vous avez eu envie de mourir à plusieurs reprises. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait que... Alors je vais quand même faire une petite distinction. J'ai jamais été suicidaire, donc je n'ai pas ébauché des plans, mais j'aurais tellement voulu être morte, quoi. C'est ça, alors beaucoup de fois, parce que c'est surtout quand on traverse les nuits noires de l'âme, parce que là on n'y comprend plus rien, on n'y voit plus rien, tout est non-sens, tout est insupportable, il n'y a pas une lumière nulle part, donc à un moment on dit mais il faut que ça s'arrête, c'est juste pas supportable. Donc oui, là j'ai eu envie d'être morte, oui. Et qu'est-ce que vous conseillerez à des personnes d'ailleurs qui sont en train de passer les nuits noires de l'âme? Oui. La première chose, c'est de savoir ce que c'est, parce que moi j'aurais bien voulu savoir. J'ai pas compris. Et c'est seulement ensuite que j'ai compris que la nuit noire de l'âme, en fait, est un processus spirituel. C'est différent de la dépression chronique ou réactionnelle. L'état est un peu le même, mais dans la nuit noire, ça vous tombe dessus, vous comprenez juste rien. Et là, il y a plus aucun espoir. À un moment, tout est vraiment très, très noir. Et ça, il semblerait vraiment, d'après ce que j'ai lu, qu'en fait, quand on entre dans un chemin spirituel, il y a des moments comme ça, c'est un peu cyclique, où tout à coup, c'est noir. Et puis ensuite, ça va durer, des fois ça dure des semaines, des fois ça dure des mois. Et puis à un certain moment, on trouve une lueur, quelque chose à s'accrocher, puis on va remonter. Et puis on voit qu'à ce moment-là, on a vraiment franchi une étape, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis on reprend un peu sa vie, et puis à un certain moment, ça recommence. Et c'est un peu cyclique, on dirait, mais bon. Je dirais que c'est de moins en moins pire, et moi je n'ai plus eu du tout de nuit noire de l'âme depuis 3 ans, ou je sais plus, enfin ça s'est arrêté le processus, parce que c'était, je pense, plus nécessaire. Mais enfin, de savoir que, parce que dans ces nuits noires, on n'a pas toujours la cause, c'est ça, parce que si vous êtes dépressif suite au décès d'un enfant, ou pas quelque chose qui explique, donc on dit, ça c'est une dépression réactionnelle. On sait combien de temps ça va durer, plusieurs mois, que peut-être il faudra prendre des antidépresseurs, qu'il faudra peut-être faire la psychothérapie. Là, on a une cause. Quand c'est les nuits noires, souvent on n'a pas la cause, on comprend rien. Et puis pouf, on tombe dedans. Donc c'est ça que j'aimerais dire aux gens. Si ça vous arrive ça, et que vous êtes sur un cheminement spirituel, eh bien déjà, vous allez savoir que c'est de ça qu'il s'agit, et ça va être plus facile à supporter, même si c'est très très difficile à un moment, parce que vous savez que c'est un processus normal. Voilà. Oui, et ça légitimise quelque part parce qu'on en prend conscience, en fait. C'est mettre des mots, en fait, sur ce qui mettre des mots sur des mots. Mettre des mots sur des mots. Quand on sait ce qu'on a, c'est plus facile à supporter. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé au tout début de mon histoire, parce qu'à un certain moment, j'ai compris que c'était pas du tout normal ce que je vivais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien. Enfin, voilà. Pour les auditeurs, en fait, je n'ai plus pu m'asseoir. Donc, c'est hyper compliqué de vivre la vie en n'étant jamais assis, alors qu'on est toujours assis toute la journée. Voilà. Et c'était ça. Et en fait, j'ai eu une intuition qui est arrivée comme ça, qui m'a dit c'est un parcours initiatique. Alors, j'étais contente d'avoir cette intuition parce que je n'avais pas réfléchi comme ça. Et là, je suis allée un petit peu surfer pour comprendre ce que c'était que ce parcours initiatique. Et donc, oui, selon la citation là, que vous avez donnée, c'est apprendre à mourir. L'initiation, c'est apprendre à mourir. Et donc, on voit que
dans mon histoire. D'ailleurs, ça s'était mis en place même bien avant que je tombe malade. C'est l'histoire de la métamorphose de la chenille en papillon. Hein, ça m'est arrivé aussi cette information de la chenille qui doit à un certain moment complètement se désintégrer, mais complètement, pour pouvoir se reconstituer autrement. Donc c'est ça en fait le parcours initiatique. Il y a un moment où on est absorbé dans quelque chose qu'on ne comprend pas, et puis on perd pied, et puis après il y a des courses d'obstacles. Ça n'arrive pas. Chaque fois on se dit ça recommence, parce qu'on doit apprendre des choses jusqu'au jour où on a complètement changé son identité. Je ne suis plus du tout la même personne qu'avant. Et où en fait, ben voilà, cette chenille n'existe plus. Là, c'est un papillon, sans vol. Donc c'est léger, c'est beau, il y a de l'espace, c'est libre. Mais pour ça, comme je l'ai écrit dans le bouquin, ben la chenille a quand même dû mourir. Donc c'est ce processus d'initiation. Et moi, ça m'a été extrêmement utile d'avoir l'information qu'il s'agissait d'un parcours initiatique. Autrement, je crois que j'aurais pas supporté. Voilà. Je vous remercie pour cette réponse. Il y a une personne qui nous dit, une fois qu'on en prend conscience, je pense, de la nuit noire de l'âme, comment avancer et sortir de ça? Je pense que quand on est vraiment au fond, il n'y a rien à faire. Parce que plus on s'active, moins on y voit. C'est un peu, moi je prends parfois un peu l'exemple du brouillard. Si vous êtes vraiment dans un brouillard épais, dans une montagne, asseyez-vous et ne bougez plus. Parce que où vous alliez, ça va être faux. Donc quand c'est ces nuits noires et qu'on sait que c'est ça, ben c'est juste un moment, on lâche prise, on dit je comprends rien. Juste maintenant, je comprends rien. Comment je peux vivre juste à la minute qui suit, quoi? Comment je peux vivre dans les 5 minutes qui suivent? Je vais juste me centrer sur ici et maintenant. Dans 3 semaines, ce sera certainement différent, mais juste maintenant, je peux rien faire, donc je fais rien. J'aimerais juste donner un petit avant-goût sur le prochain livre que je suis en train d'écrire, parce qu'il y a une suite. Oui. Et j'ai eu une très belle expérience l'univers m'a enseigné de lâcher prise. Donc c'était l'automne passé, et j'étais en train de marcher dans la rue, puis j'étais en train d'activer, j'étais un peu trop proactive. J'étais en train de me dire, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et à ce moment-là, il y a un jeune homme qui est venu face à moi. Il avait un t-shirt qui était tellement moche. Imaginez, un t-shirt aussi moche. Donc ça a tiré mon regard parce que tellement c'était moche. Et dessus, c'était marqué Just do nothing. Et depuis, alors ce moment, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, ça, c'est trop génial. Parce que là, on dit, mais lâche prise, ne fais rien. Et je l'ai recroisé 2 fois dans la même soirée. Parce que avec les synchronicités, il y a souvent la sérialité. C'est-à-dire, il y a 2 fois, 3 fois le même message pour nous dire ça, c'est une synchronicité. Ce n'est pas une coïncidence. Et donc, j'ai dit, OK. Et je me suis mis maintenant des affichettes partout dans la maison. Just do nothing. Chaque fois que je passe devant, je dis, ah ouais, là, j'étais encore en train de vouloir activer un truc. Ah ouais, non, je ne dois pas faire. Et enfin, je me mets dans un état d'écoute active. Je suis prête à agir s'il faut, mais je ne fais rien de volontaire ou de mental. Et puis tout à coup, il se passe quelque chose. Et là, il y a juste à faire le petit geste. Il y a tout qui s'ouvre. C'est extraordinaire. Donc, et c'est d'ailleurs comme ça, il me semble que votre intention est tombée le 22 octobre 2020. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas trop spoiler, mais voilà. Parce qu'il me semble que c'est comme ça que vous êtes. Ouais, ok. Il y a Jem qui dit, on parle de quelques semaines, voire quelques mois, mais quand ça traîne depuis plusieurs années, l'univers s'est dit pas, pardon. Bon, je vais lâcher l'affaire, avec lui, on s'est gouré. Ah ouais. Alors il y a peut-être aussi, c'est peut-être aussi une dépression chronique. Hein. Moi, je vous ai parlé là des nuits noires de l'âme, mais il y a des dépressions chroniques. Il y a plein de gens qui sont dans des dépressions, donc il y a peut-être besoin de traiter ça. Et puis après, au fur et à mesure que la personne prend conscience, que voilà, ça veut dire qu'elle n'est pas au bon endroit. Pour qu'elle soit dans cet état-là. Donc, son corps, parce que la dépression, elle se traduit quand même par un système hormonal, un neurotransmetteur et tout ça, son corps lui dit que c'est pas OK.
Donc, il faut écouter ça. Et là, ben, ça va être d'ouvrir, en fait, la conscience. On peut parler à l'univers. Moi, je parle tout le temps à l'univers. Hein. Je ne sais pas du tout à qui je parle. Je n'ai pas de croyance. Je dis pas que c'est les anges, je dis pas que c'est des guides, je dis pas tout ça, mais je parle à l'univers. Et c'est tout à fait OK parce que l'univers me répond. Et donc, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux changer? Parce que souvent, il va falloir changer les choses. Souvent, on sait ce qu'il faudrait changer, puis on ne change pas, donc ça ne peut pas aller. Donc, c'est s'ouvrir, demander, poser des questions, et puis voilà, les réponses, elles viennent. Mais franchement, elles viennent. Donc, ça va être soit des intuitions, soit les synchronicités. Et là, j'encourage tout le monde à prendre des notes, à écrire tout ce qui se passe, qui est totalement inhabituel. Vous allez voir que ça devient un quotidien. Plus on s'ouvre aux synchronicités, plus ils sont produits, parce qu'il semblerait qu'on en fabrique soi-même. Donc ça, c'est encore un truc le plus incroyable. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les physiciens. On va en parler. Ouais. Donc, en fait, il y a plein de synchronicités qui se passent et qui vont commencer à donner des pistes, et ça pourrait peut-être être ça. Donc, on va suivre cette piste. Et puis, on va suivre. Donc, il y a des réponses qui viennent. Mais peut-être on a besoin de se faire aider. Moi, quand je suis arrivée vraiment au fond du fond, là, à un moment, j'ai dû vraiment me trouver une psychothérapeute parce que je ne pouvais plus porter moi-même la lourdeur de la situation. J'avais pourtant déjà fait 2 fois des psychothérapies dans ma vie, mais en fait, tout ce que j'avais fait avant ne me servait à rien dans ce que je vivais là. Et là, j'ai vraiment eu besoin d'avoir un accompagnement et j'ai trouvé, parce que j'avais besoin. Donc, l'intention est telle, il faut absolument que je trouve une bonne psy. Et du coup, j'ai trouvé une super psy. Et du coup, ben voilà, ça m'a permis d'avancer, d'aller toutes les semaines, parler de ce qui m'arrivait et tout ça. Donc, souvent, je trouvais les réponses moi-même, en fait, en lui parlant, en posant des choses, en sortant, tout à coup, il y avait une nouvelle idée qui venait, parce que c'est comme si ça avait fait de la place. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter, et il ne faut pas hésiter à tester plusieurs thérapeutes, parce qu'on ne trouve pas toujours celui bon. Hein. Donc, il faut, quand on n'est pas bien, il faut aller voir plusieurs personnes, il faut voir si on a le feeling, mais peut-être on a besoin d'être aidé. Oui. Il y a une personne qui dit mon énergie est positive, mais mon corps, lui, est cassé, entre guillemets, donc j'avance pas. Pourtant, j'ai pris conscience de certaines choses. Je pense que là, dans ce cas-là, je sais pas, parce que c'est LinkedIn User, je sais pas qui pose cette question, mais ce qui est important de se faire aider, comme vous dites, par une personne qui vous convient, avec la méthode qui vous convient. On en parlera à la fin. Docteur Cornelia Gauthier fait du coaching rétrocausal. Elle fait d'autres, voilà, je vous dirai à la fin quelles sont les possibilités de travailler avec elle, mais choisissez la personne qui vous convient en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, en fait. Je sais pas si vous rejoignez ma réponse. Oui, tout à fait. Moi, donc, je suis psychosomaticienne, donc je peux aller que dans le sens de la personne qui vous a parlé. Si le corps va pas, le corps dit exactement les choses. Le corps ne ment jamais. Notre mental, il peut beaucoup nous mentir. Il peut nous balader, il peut nous amener dans les croyances, il peut nous faire interpréter les choses de travers. Il nous amène beaucoup dans des cul-de-sac, voilà. Mais pas le corps. Et le corps, il dit exactement ce qui ne va pas. Donc, il va falloir écouter le symptôme. Alors, évidemment, c'est mieux avec des gens qui ont des notions de psychosomatique et d'aller démêler un nœud après l'autre. On le verra tout à l'heure quand on parlera des synchronicités. Enfin, je pense que vous allez me poser la question, qui sont des signes GPS qui viennent du futur. Donc là, après, on va pouvoir suivre ça. C'est comme ça que la personne, elle va pouvoir sortir. Si vraiment elle est à l'écoute des messages qui lui viennent, il y a des choses qui vont changer dans son corps. Ça, c'est sûr. Oui. Et Julie qui résume très bien vos propos, toutes les réponses sont en nous. Oui, mais on les écoute pas tout le temps. Et puis, il y a quand même des réponses, j'aimerais quand même nuancer un peu, il y a des réponses qui sont inconscientes. D'accord? Donc, nous avons quelques réponses conscientes. Moi, dans ce qui m'est arrivé, je savais il y avait 2-3 nœuds personnels. Je savais très bien que c'était une somatisation de 2-3 problématiques personnelles. Mais il y avait plein d'autres situations, je n'avais même pas pensé. Je ne savais pas. Et donc, c'est arrivé au fur et à mesure. Parce que l'intelligence et la synchronicité, elle dépasse notre conscient. Elle va dans tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est là que c'est fabuleux. Donc, oui,
Les réponses sont en nous, mais pour autant qu'on puisse s'ouvrir à plus grand que soi. Si on reste bloqué dans notre mental, on ne va pas trouver de solution là. Si on ne les a pas trouvées jusqu'à maintenant, on ne va pas les trouver encore. Donc il va falloir faire comme ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question après sur le mental. Ok, donc vous avez eu plusieurs fois envie de mourir. Qu'est-ce qui a fait, Cornelia, que vous avez choisi de rester en vie? Je ne sais pas, il y a probablement plusieurs raisons, mais je crois que j'ai une énergie de vie qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Enfin, je sais pas, c'est la résilience, je pense, hein, de comment on fait pour toujours remonter, y recroire encore. Enfin, voilà, il y a cette énergie de base. Et puis, il y a quand même en arrière-plan, en tout cas, maintenant c'est en avant-plan, mais à l'époque c'était en arrière-plan, c'était quand même témoigner. Je savais que ce qui m'arrivait n'était pas que par rapport à moi, et que ça avait été beaucoup plus large. Et que donc, je devais, enfin, je me mettais un devoir spirituel, non religieux, je m'empêche de dire, spirituel, de dépasser ça, parce que je savais qu'il y avait quelque chose à comprendre et il y avait quelque chose à transmettre. Donc je pense que c'est ça en fait, plus l'énergie, moi j'ai une énergie de vie comme ça depuis toujours, parce que si je suis pas déjà morte avant, c'est qu'il y a déjà tout ça qui m'empêchait voilà. Et là j'ai quand même croisé 3 fois la mort dans mon histoire, voilà, ça m'a permis aussi de me reposer des questions sur c'est quoi la mort et d'être très très apaisée avec ça maintenant, c'est ok. Ok. Vous indiquez aussi que les vrais aventuriers sont peu nombreux. Pourquoi selon vous? Parce qu'il faut du courage. Il faut du courage. Comme on a dit, il faut de la résilience. Tout le monde n'est pas résilient. On parle beaucoup de la résilience, mais tout le monde n'est pas résilient. Dans les parcours initiatiques, tout le monde ne réussit pas le parcours initiatique. Parce que ça dépend de l'énergie de vie, ça dépend de ce qu'on a vécu. Ça dépend de ce qu'on nous a transmis quand on était petit. Est-ce qu'on nous a transmis que, en fait, il y a de l'espoir, on va y arriver? Ou est-ce qu'on nous a toujours dit que de toute façon on était nuls, puis on n'arriverait à rien? Enfin, voilà, on se traîne des casseroles. Et parfois, on se trouve dans des situations tellement compliquées parce que un problème, on entraîne un autre, et encore un autre, et encore un autre. Donc, en fait, on est débordé. Et d'ailleurs, je le dis dans mon livre, ma mère s'est suicidée. Hein, donc, je suis pas du tout en train de dire que tout va très bien. Non, pas du tout. Des fois, c'est difficile. Donc, c'est probablement les casseroles qu'on se traîne, si elles sont trop lourdes, et qu'on n'a pas trouvé une main secourable. Parce que ça, c'est l'histoire de la résilience, c'est qu'à un certain moment, elle a trouvé une main secourable qui nous a aidés à y croire quand même. Donc, moi, j'ai eu, si je réfléchis un peu à mon histoire, parce qu'elle était un peu glauque quand même depuis le début, il y a eu 2 ou 3 voisines sur lesquelles je pouvais m'appuyer, en fait, pour quand même vivre, quoi. Parce qu'avec mes parents, c'était pas possible. Donc, c'était des voisines et puis un chien. J'ai eu un chien qui était mon ami et en fait, qui m'a aidé, quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'aide précieuse des animaux qui nous entourent. Et aujourd'hui, vous avez des chats, il me semble. J'ai un chat, ouais. J'ai un petit chat de Corée, là. Ouais. Ok. Dans votre livre, vous dites que pour guérir, nous devons apprendre à penser autrement, à libérer nos émotions difficiles. C'est là où je vous propose de faire un lien avec la rétrocausalité. Vous indiquez avoir peur tous les jours, toute la journée, oui. de ne jamais guérir. Oui. Et ça entretient en fait la maladie par la rétrocausalité. Mais pour les personnes qui nous regardent, qui entendent en fait ces mots, ces termes pour la première fois, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui signifie la rétrocausalité? Oui. Donc là, il faut qu'on fasse une petite incursion dans la physique quantique, mais très très petite parce que je suis pas du tout physicienne, donc je vais pas vous raconter des équations. Faut juste que je vous explique un principe. En fait, c'est le principe que j'ai dû comprendre moi pour me guérir. Parce que à l'époque où j'étais en plein dans la souffrance et qu'il y avait absolument jamais rien qui allait, c'était de pire en pire. Parce que je vous ai dit, avec tout ce tourisme médical, enfin, chaque fois je me ramassais un truc de plus, je me suis dit, mais jamais je vais me sortir de là.
Donc, en fait, je m'en sortais pas, ça c'est clair. Et si j'essayais d'appliquer la méthode, justement, qu'on nous dit là dans le développement personnel, disant mais pensez que tout va bien maintenant, je dis non, ça va pas bien du tout, donc je peux pas faire ça. Et puis, j'ai donc lu le livre de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson qui s'appelle « Se souvenir du futur », où Romuald Le Terrier a fait une hypothèse, donc hypothèse uniquement, de la synchromédecine. C'est un terme qu'il a inventé en disant qu'on pourrait peut-être se guérir grâce aux synchronicités. Alors moi, je suis restée quand même un peu scotchée, parce que bon, moi j'ai quand même ma pensée médicale, psychosomaticienne, etc. Mais vraiment, les synchronicités, j'avais bien vu qu'il se passait des trucs, mais je pensais pas que ça pourrait me guérir. Donc je me suis dit, ben c'est la seule chose que je n'ai pas faite. Donc je vais faire ça. Donc je vais faire comme il dit. Donc voilà, je me suis un peu ces méthodes. J'ai eu plein de synchronicités et je ne guérissais pas du tout. Hein. Ça a duré 1 année. Je dis alors soit l'hypothèse est fausse, soit j'ai rien compris. Voilà. Donc j'ai repris le bouquin parce qu'il est quand même un peu ardu à lire. Hein, je vais comme dire, j'ai relu en lisant 6 fois la même page avec des stabilos, etc. Et quand j'ai relu une deuxième fois, non, c'était une 3e fois, 1 année après, j'ai vu que j'avais complètement sauté sur toutes les rétrocausalités. Je sais pas, c'est marqué rétrocausalité, j'ai sauté, j'allais sur synchronicité parce que synchronicité, je comprenais. Rétrocausalité, je comprenais rien. Donc, je me suis dit, bah, alors, probablement, c'est ça, le problème, c'est que t'as pas du tout intégré la rétrocausalité. Parce que, donc, j'ai relu. J'ai dit, bah, il va falloir que tu comprennes maintenant, parce que, apparemment, c'est là que ça se passe. Parce que ça dit quoi, la rétrocausalité? C'est juste le contraire de la causalité. Donc, la causalité, ça veut dire que on a des causes dans le passé, aujourd'hui, et qu'on a des conséquences dans le futur. Donc, il y a un déroulement du temps, comme ça, qui va du passé, présent, futur. Ça s'appelle la causalité. Donc, je parle de la physique quantique. La rétrocausalité, c'est juste le contraire. C'est-à-dire, on part du futur, et on arrive dans le présent, on peut même apparemment un peu changer le passé. Donc, ça veut dire, en clair, un truc qui est quand même incroyable pour notre cerveau, programmé pour la causalité, ça veut quand même dire que les causes peuvent être dans le futur et les conséquences dans le présent. Alors, vous voyez, là, il faut s'accrocher, quoi. Et moi, je me suis dit, ouf, j'ai eu beaucoup de peine avec ce concept. Ça faisait déjà un moment que je me révoltais chaque fois que les physiciens disaient que le temps n'existe pas. Moi, ça m'énervait. Donc, je disais, mais pourquoi ils disent ça hier, aujourd'hui, demain, c'est pas la même chose. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, on parlait pas du même temps. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. C'est-à-dire le temps qui se déroule comme ça, qu'on connaît, qui s'appelle chronos. Et il y a un autre temps qui s'appelle kairos. Alors, il a fallu que je vulgarise pour moi-même, hein, parce que les physiciens, ils ont un petit peu de la peine quand même à vulgariser. C'est-à-dire, j'ai compris que le déroulement du temps, il se passe dans la matérialité. On est en 4D. Ici, on a les 3 dimensions de l'espace et la dimension du temps, ça fait 4D. Et quand on part dans les 5, 6, 7, 8, etc. dimensions, il n'y a plus du tout le déroulement du temps parce qu'on n'est plus dans la matérialité. Donc, on entre dans le temps éternel. C'est-à-dire le temps qui existe toujours, il est là, le temps est là, où en fait le passé, le présent et le futur coexistent. Tout est là tout le temps et il n'y a plus de déroulement. Donc au moment où j'ai compris ça, ça a commencé à aller un peu mieux. Et là, ça m'a aidé. L'image qui a été prise par Philippe Guillemot, qui est un physicien qui fait de la physique quantique, il a dit, mais essayez d'imaginer ce kairos, ce temps éternel, c'est comme un paysage. Donc, vous avez un paysage, hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est toujours la même chose, demain ce sera la même chose, et il y a des chemins, des routes, des autoroutes, des chemins de fer, etc. Et c'est vous qui vous déplacez dans ce temps. C'est pas le temps qui se déplace, c'est vous qui vous déplacez. Donc, j'ai compris que, en fait,
la rétrocausalité, c'est pas juste un temps qui va à l'envers, c'est un état, et que dans ce cas, on peut aller où on veut. Donc, on peut continuer à aller en avant, on peut aller à droite, à gauche, mais on peut revenir en arrière. En fait, il n'y a pas de limite. Donc, au moment où j'ai compris ça, c'était plus facile pour moi de comprendre que le futur, vu qu'il existe en même temps que le présent, ben, c'est pas compliqué. Finalement, pour ce temps-là, de créer des situations différentes. Alors, ça c'est pour vous répondre à votre question sur c'est quoi la rétrocausalité, c'est le fait de partir du futur et de venir dans le présent. Alors après, mon problème, il a été, je dis, bon, ça j'ai compris. Maintenant, en vrai, je fais comment pour aller dans le futur? D'accord? Parce que je veux bien comprendre le concept. À part la science-fiction, moi, je sais pas comment on fait pour aller dans le futur. Donc là, j'ai beaucoup réfléchi, hein, et j'ai compris que mon mental ne trouverait pas, parce qu'il n'est pas du tout programmé pour réfléchir comme ça. Et donc là, de nouveau, j'ai lâché prise. À un certain moment, je sais pas à qui j'ai dit, moi, je comprends rien, alors il faut me dire, parce que moi, je comprends pas comment il faut faire, quoi. Et puis, après, il y a le just do nothing, hein, just do nothing, lâcher prise. Parce que quand on lâche prise, le mental, il s'arrête. Et à ce moment-là, il y a une intuition qui est arrivée le 20 octobre 2020, comme ça. Alors, j'étais au fond du trou, hein, on peut pas être plus bas que ça. Et il y a une pensée comme ça, intuitive. Pourquoi je dis intuitive? Parce que c'est foudroyant. Ça vient d'on sait pas où, ça tombe. C'est pas un truc auquel on a réfléchi pendant longtemps, peut-être qu'on se dit, ah ouais, je comprends. Non, c'est pas ça. C'est comme ça vient d'on sait pas où, et c'est foudroyant. Et la pensée, c'était, nous sommes le 1er janvier 2023, et je suis complètement guérie. Alors, je dois dire que j'ai compris tout de suite ce qui m'arrivait. C'était vraiment une pensée, c'était extrêmement précis, mais j'ai pas compris. Donc, j'ai écrit. Je l'ai relu plusieurs fois. Je dis que ça doit être possible, la première chose, hein. Et puis après, je dis, bon, voilà. Et tout à coup, j'ai vu la subtilité, l'intelligence, en fait, de l'univers, parce que c'était pas du tout mon mental, il n'est pas capable de réfléchir comme ça. Il me bascule au futur et il me parle au présent. Et là, j'ai dit, waouh! Alors, c'est ça le truc. Donc, en fait, il faut aller dans le futur et on y parle au présent. Et donc, quand on parle du présent, on va en parler au passé. Donc, en fait, j'ai complètement inversé la ligne du temps. C'est magique, le truc. Alors, j'ai commencé à écrire un journal depuis le 1er janvier 2023. Et tous les jours, j'écrivais, voilà, nous sommes le 1er janvier 2023, je suis complètement guérie. Ça, c'était possible pour mon cerveau d'entendre, parce que vu que c'était pas maintenant, que c'était plus tard, c'était possible. Ça disait pas non, voilà. Je ne sais pas du tout comment, hein. Donc, en fait, il faut, quand on est dans des processus comme ça, de rétrocausalité, qu'on met une destination, intention, il faut lâcher prise sur le quand et le comment. On ne sait pas comment ça va se faire, parce que si on savait, on y serait déjà. Donc, et c'est là qu'on peut revenir à ce que disent justement les physiciens, que les synchronicités, elles viennent du futur. Je ne peux pas vous expliquer comment elles sont arrivées à ce raisonnement, mais nettement, je confirme. Et ils disent, ce sont des signes GPS. Alors, je trouve ça absolument fabuleux. C'est-à-dire, vous mettez votre GPS sur un objectif, et ensuite, ce futur vous envoie des signes, sous forme de synchronicité, pour vous amener là. C'est fabuleux. Donc, voilà. Mais juste à ce stade, je vais juste faire une précision, parce que je pense qu'elle est super importante. Moi, j'ai eu cette intuition de la guérison, mais il faut quand même savoir que je suis médecin et qu'il y avait quand même ma connaissance de la médecine qui savait que c'était guérissable. En fait, j'arrivais pas à trouver les médecins, les chirurgiens dont j'avais besoin, mais en fait, la problématique était guérissable. Donc, en fait, j'aimerais bien insister sur le fait que toutes les maladies ne sont pas guérissables, parce qu'on n'est pas du tout en train de faire quelque chose de miraculeux. Dans la rétrocausalité, on suit un chemin. Alors, certaines personnes vont aller vers la guérison, d'autres vont aller vers une amélioration, ou d'autres vont aller vers une compréhension ou un changement de domaine. Mais j'aimerais bien pas donner un faux espoir à des gens maladie incurable de croire que ça va partir comme ça. C'est pas un truc magique. C'est pas un truc. En fait, la rétrocausalité, c'est un cheminement.
Et la maladie va nous aider à comprendre des choses et à évoluer. C'est comme ça qu'il faut le poser. Et la rétrocausalité, elle peut s'appliquer à tous les domaines. Là, je l'ai expérimenté avec la santé, mais ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau passion, hobby, enfin, je sais pas, on peut avoir toutes sortes d'objectifs qui sont pas la santé. Donc, c'est le même processus. Alors, je voudrais juste souligner, Cornelia, avant de lire les commentaires, que la rétrocausalité, on l'a fait que pour nous. On l'a fait pas pour un chef qui nous énerve ou pour il a belle maman, voilà. Voilà. Exactement. Juste, je précise parce que c'est vraiment un processus individuel. Oui. On peut pas intégrer une autre personne dans notre rétrocausalité pour deux raisons. J'en ai fait l'expérience. Donc, encore dernièrement, j'avais intégré quelqu'un et en fait, c'était une catastrophe totale. Parce que la personne, elle va être attirée dans notre histoire. C'est des trucs énergétiques, mais elle n'a pas envie. Donc, elle y vient à reculons, et puis elle amène son énergie, qui est une énergie d'opposition, et en fait, elle nous amène dans un truc qui ne va pas du tout. Parce qu'on n'avait pas réfléchi comme ça, on pensait que l'autre pensait comme nous, et puis pas du tout. Donc, en fait, il y a des énergies qui sont opposées, qui peuvent s'influencer, et puis on n'a pas le droit de décider pour quelqu'un d'autre. Je prends un exemple, hein, parce que c'est quand même assez fréquent. J'aimerais bien avoir une histoire d'amour avec lui ou avec elle, d'accord? Donc on a quelqu'un, on a en tête, j'aimerais bien que ça se passe avec lui. Donc en fait, je vais commencer à faire de la rétrocausalité, que notre relation va se mettre en route. Mais en fait, l'autre il n'est pas du tout envie. Donc en fait, on va se mettre dans une situation compliquée. Si jamais il ou elle vient dans notre histoire, ça va amener beaucoup de complications parce que il ou elle n'est pas dans la bonne énergie ou ne voulait pas. Et en fait, on l'a privé de sa liberté de choisir. Donc en fait, non, jamais. La rétrocausalité, c'est toujours moi. Ça, c'est vraiment très, très important. On peut avoir un exemple concret, je pense qu'on le fera après, si vous voulez bien. Quand on parlera des synchronicités, l'intention, comment on pose concrètement la direction. David pose la question, c'est juste que dans le temps quantique, les passés, les présents et les futurs se trouvent au même endroit. Oui, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai pris l'habitude, maintenant je suis constamment toute la journée dans les deux temps. Hein. C'est devenu tellement simple pour moi, le chronos et le kairos, donc ça fait constamment comme ça. Donc dans la vie de tous les jours, j'ai le chronos normal, hein, on a rendez-vous à telle heure, etc. Mais je suis toujours dans cette ouverture kairos. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir que en fait le futur et le passé sont mélangés. Et je le vois de plus en plus. Et souvent, je me pose une question, je lui dis ouais, mais là le truc, etc. Et toi que je me dis, attends, la réponse, je l'ai reçue il y a une année. Donc en fait, je n'avais pas posé, mais la réponse est venue avant la question. Donc c'est là qu'on voit que tout est souple. Puis il y a des choses, il y a aussi des choses qui se sont préparées depuis 25 ans dans ma vie. Et puis c'est maintenant que je les vois, puis je dis waouh, mais c'est dingue, c'était déjà là. Et puis c'est seulement maintenant que ça se manifeste, mais globalement j'avais compris. Donc en fait ça fait constamment comme ça. Donc faut s'habituer à ce que ces trois temps coexistent. Et à condition d'être vigilante et à l'écoute de ces messages-là aussi. Oui. Oui, honnêtement. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est le commentaire de Julie. Donc, dès ce que je comprends, nous avons une vision ordonnée du temps, passé, présent, futur, alors que le temps est un, et même que lorsqu'il y a un mouvement dans le temps, ça serait davantage le futur qui viendrait vers nous de façon rétroactive. C'est en partie juste et en partie pas. Il faut vraiment bien comprendre qu'il y a les deux temps. Il faut vraiment bien intégrer ça. Parce que si on essaye de les comparer, on va jamais y arriver. Donc en fait, et que ce temps chronos, il est dû à la matérialité. Donc dès qu'on est dans le monde invisible, on n'a plus ce truc chronos. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Et que dès qu'on est dans kairos, effectivement, le futur, le présent, ils peuvent arriver comme ça. On va pouvoir avoir aussi des informations du passé. Hein. J'ai mis le futur parce que c'est pour s'organiser, pour se créer
un présent qui nous convienne, parce que la plupart des gens, ils sont dans des vies où ils sont ballottés par toutes sortes d'événements, ils ne sont jamais là où ils veulent, et puis en fait, il n'y a rien qui va, parce qu'ils sont dans une rétrocausalité inconsciente. C'est-à-dire que la rétrocausalité, c'est pas un truc qui se passe une fois de temps en temps, ça se passe tout le temps. Et donc, si je pense, comme moi, pendant des années, que je vais jamais guérir, donc je me projette dans le futur, je me guéris pas, et que j'y mets des émotions qui sont nettement de la peur, et sont très importantes. Donc, en fait, ça concrétise vraiment cette pensée négative. Eh ben, ce futur-là, il va m'envoyer des problèmes. Parce que les synchronicités, la rétrocausalité sont amorales, ils peuvent pas décider qu'ils vont faire comme ça ou comme ça. Ce sont des signes. Si on prend le signe GPS, il décide pas si je lui envoie le GPS ou pas. Aussi, le GPS c'est un signe et on le suit ou on le suit pas, hein. Mais ça n'a pas ce pouvoir. Donc c'est nous qui avons le pouvoir. Mais si nous ne savons pas que nous activons ce système, nous passons notre vie à être tout le temps dans les problèmes. Donc comme j'ai dit, ça ne nous suffit pas dans le développement personnel de dire penser autrement. Quand on est vraiment dans un système impossible, on ne peut pas penser autrement. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de ce piège, quelque part, de Chronos, et d'arriver dans le Kairos où on peut penser autrement, mais où on a de l'espace. Et moi, je dis toujours aux gens, mais mettez pas des timings trop courts. Dites pas, dans 3 semaines, j'ai réglé le problème. C'est pas comme ça. Comme je dis, c'est un cheminement. Donc, ça va prendre du temps, puis on va découvrir quelque chose, et puis après, il y aura peut-être une nuit noire de l'âme, ça va arrêter les choses. Enfin, c'est un cheminement. Mais au bout de l'histoire, on va vers cette intention qu'on a posée. Et après, à nous de suivre les synchronicités, parce que beaucoup de gens ne les suivent pas. Par exemple, je prends un exemple peut-être un peu caricatural, mais quand vivez avec une personne toxique, vous savez depuis toujours que vous devriez quitter cette personne, ou les autres vous le disent, mais en fait vous la quittez pas, donc vous pouvez pas aller bien. Donc il y a un moment, il y aura des synchronicités qui vont vous dire là maintenant il faut vraiment lâcher. Si on lâche, ben ça peut pas aller mieux. Donc il y a un moment on doit se mettre en action aussi. Oui, c'est ce que j'allais justement dire, c'est-à-dire que il est important, selon moi, dites-moi Cornelia si je me trompe, de savoir libérer, écouter, exprimer les émotions, parce que c'est les émotions répétées qui vont nous amener et créer des synchronicités en fait. Oui, oui, tout à fait. Nous sommes des êtres émotionnels depuis nos premiers jours, hein. C'est ce qui nous différencie d'une pierre ou peut-être un arbre, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous les humains, nous sommes des êtres émotionnels et nos émotions sont malmenées depuis que nous sommes petits. Et donc, beaucoup de parmi nous vont bloquer leurs émotions. Et ça va être un vrai problème. Parce que pour capter les synchronicités, il y a 2 choses qui les empêchent. Un, c'est la rationalité. Quand on est beaucoup, beaucoup trop rationnel, on est tout le temps dans le mental, on réfléchit tout le temps, il ne se passe pas de synchronicité. C'est pas possible. Et l'autre, c'est le blocage émotionnel. Parce que ça veut dire qu'on a fermé complètement toutes nos antennes et puis on capte plus rien. Donc, en fait, l'univers ne peut pas se manifester. Donc, les personnes qui ont des problématiques émotionnelles, ils ont vraiment besoin de consulter des thérapeutes qui ont une approche psychocorporelle, parce qu'il va falloir libérer ces émotions, et les émotions, elles sont dans le corps, elles sont pas dans le cerveau, elles sont dans le corps. Et quand c'est bloqué dans le corps. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on va débloquer nos émotions, les synchronicités vont pouvoir se manifester. Et on va pouvoir ouvrir notre canal intuitif, parce que la synchronicité ne suffit pas, il faut la comprendre. Et il faut comprendre la différence entre une synchronicité et une coïncidence. Et ça, c'est notre intuition qui va nous aider à capter les trucs. Donc, il faut vraiment ouvrir. Et si on a des problématiques émotionnelles, comme on a dit, c'est normal. Et il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas en avoir honte, mais il faut se faire aider. Il y a une personne qui dit tout dépend donc de nos émotions. Je ne sais pas si on peut dire que tout dépend de nos émotions.
Je pense en grande partie, mais je pense qu'il y a d'autres événements, parce qu'en fait, il se passe plein d'événements dans l'univers qui n'ont pas grand-chose avec nos émotions. On va être plus sensible par rapport à une certaine émotion ou par rapport à un certain blocage. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des événements qui n'ont rien à voir avec nos émotions, mais nous les vivons plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Après, c'est vrai que sur Terre, si on met ensemble toutes les émotions des milliards de gens, ça fait un gros paquet énergétique. Et donc, si on réfléchit comme ça, peut-être que oui, peut-être que sur notre Terre, c'est un peu un problème. Mais disons que là, on va quand même réfléchir dans notre petite microsphère, parce qu'autrement, on va pas y arriver. Et là, je pense que oui, les émotions sont importantes, mais il faut avoir des connaissances. Il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut avoir une réflexion quand même, parce que moi, je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup de croyances, hein, et que les croyances m'ont amené dans des cul-de-sac. Parce que quand on se dit c'est comme ça, et qu'on va, donc on va créer des synchronicités qui vont nous amener là où on croit, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut aussi créer des synchronicités, donc on peut se tromper. Et donc, c'est de voir à un certain moment, de dire, mais attends, mais je suis arrivée dans un cul-de-sac, en fait, c'est complètement faux. Le résultat me dit que ce que j'ai cru, c'était faux. Donc, il y a besoin d'avoir la réflexion aussi, de la remise en question, en disant, mais attends, c'est quoi ah ouais, mais j'ai cru ça, mais est-ce que elle est basée sur quoi, cette croyance? Je vais peut-être lâcher. Et moi, je dis aux gens, mais lâchez toutes les croyances que vous pouvez, parce que les croyances, elle est toujours limitante. Toujours limitante. Dès que vous dites c'est parce que, ça ferme. Et du coup, vous ne pouvez plus évoluer. Donc, moi, je suis un peu comme Socrate. Plus j'avance, plus je dis, en fait, la seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Il faut vraiment avoir l'humilité en disant, mais en fait, j'en sais rien. Je dis que c'est comme ça, mais en fait, j'en sais rien. Donc, être dans l'observation aussi, ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que l'émotion, il y a l'observation, voir les choses, observer comment ça se passe, se poser des questions, se remettre en question. Donc, il y a quand même tout un travail différent. Surtout, je pense, de laisser l'ego de côté. Parce que quand on laisse l'ego de côté, en fait, on peut se sentir ou savoir, voir en fonction de nos canaux de perception. En fait, est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est un programme transgénérationnel? Et faire la différence en fait de ce qu'on voit ou croit voir comme information. C'est tout à fait d'accord. Pardon. Oui, allez-y. Oui, pour revenir à l'interprétation de synchronicité, parce que vous avez d'ailleurs écrit à plusieurs reprises dans le bouquin que vous vous êtes trompé dans la lecture des synchronicités et vous êtes retrouvé dans les situations difficiles. Comment, en fait, vous pouvez conseiller de lire les synchronicités à partir du moment, bien sûr, où on laisse l'ego de côté, pour savoir quelle est juste. Est-ce que c'est l'intuition qui nous aide? Quel est, selon vous, le canal de perception? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous avec l'ego. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qui sont dans l'ego. Donc, il y a vraiment ce truc de je veux que ce soit comme ça, ou je pense que c'est comme ça, et c'est moi qui... Enfin, ce truc-là, il faut vraiment apprendre à reconnaître l'ego quand il parle. Donc, ça, c'est tout un travail aussi de développement personnel pour arriver à identifier. Maintenant, quand on va mettre un objectif, il faut déjà bien réfléchir à l'objectif. C'est ça. C'est tout un travail de se dire, mais moi, je vais mettre un objectif dans 2 ans ou 3 ans. Hein, c'est le délai que je propose de mettre. Parce qu'il faut toujours mettre un timing. Donc ça, c'est Romuald Le Terrier qui dit, il faut mettre un timing. Et moi, j'ai interprété ça comme il faut piéger le futur. Parce qu'en fait, si on ne met pas un timing, le futur va tout le temps nous échapper, par définition. Parce que le futur, c'est le futur. Donc en fait, ça va jamais arriver. Hein. Donc il faut mettre un timing, mais il faut mettre un timing assez loin, parce qu'il va falloir démêler tous les nœuds dont certains sont conscients, mais d'autres sont inconscients, qui nous empêchent d'être là où on veut. Et donc, c'est ça qui va être, c'est quand je vous disais, il faut lâcher le contrôle sur le quand et le comment, c'est-à-dire je vais aller là,
Mais le quand, comment, je ne sais pas, parce que justement, ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, suivre ces synchronicités. Donc, après, c'est le résultat qui va nous dire si c'est juste ou si c'est faux. Si on se disait, ouais, bah alors je vais aller là, et puis, ouais, ça veut dire ça, puis ça veut dire ça, puis ça veut dire ça, puis tout à coup, on arrive dans un truc pas possible. Ça fait souvent des espèces de clins d'œil où on a des synchronicités paradoxales, où on a l'impression que l'univers se moque de nous. T'es sûr? Vraiment, bon, alors écoute, tu vas jusqu'au bout, tu vas voir comme c'est complètement débile. Et puis après, tu vas revenir en arrière. Donc, des fois, on arrive vraiment dans des cul-de-sac. On se dit, ouais, bon, ok, je me suis complètement planté. Donc, je renonce à cette idée-là, ou je renonce à cette interprétation, ou je renonce à cette croyance. Je décide que maintenant, je vais juste relancer une question dans l'univers en disant, mais qu'est-ce que je peux faire, etc. Et laisser revenir d'autres synchronicités. Et ce qui va nous permettre de savoir si c'est une synchronicité ou une coïncidence, parce qu'il y a tout le temps des coïncidences aussi. Il y a deux choses. La première, c'est l'énergie. Quand on a pris l'habitude de communiquer avec les synchronicités, on sent tout de suite, ça fait... Il y a un effet surprise, parce que c'est toujours complètement impossible. Donc, en fait, la synchronicité, c'est toujours un truc impossible, imprévisible, et c'est juste ça nous... Et l'effet surprise, il est décrit d'ailleurs par les chamans, vous qui allez en Amazonie, et ils parlent de la culture de la surprise. Ils ont compris ce truc-là. Et Philippe Guimont, le physicien, il dit c'est l'effet de surprise, de sidération, ça fait tout comme ça, qui nous parachute en fait dans l'autre temps. Et donc la synchronicité, elle a cet effet chaque fois, on dit waouh, c'est incroyable ce truc. Et là, on sait que c'est une synchronicité. Parfois, c'est pas très clair, donc on sait pas. Je dis ouais, mais est-ce que j'ai quand même pas là? Alors, si c'est vraiment une synchronicité, si c'est vraiment un message et que c'est différent de la coïncidence, eh bien, ça va se reproduire 2, 3, 4 fois sur une très courte période. On appelle ça la sérialité. Et quand ça fait à la quatrième fois, on se dit ouais, d'accord, ok. Donc, c'était vraiment une synchronicité. Donc, on a des possibilités comme ça de se laisser guider. D'ailleurs, je suis en train de penser, Cornelia, parce que quand on s'est vu pour la première fois au mois de mars, j'ai eu tout de suite, lors de notre échange, l'envie, en fait, ces moments de synchronicité, en fait, la sidération, j'ai envie de vous interviewer, j'ai même pas lu votre bouquin, il était en impression à cette époque-là, etc. Et en fait, ouais, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais interviewé personne, comment je vais faire? Après, je dis non, mais en fait, c'est pour transmettre. Et c'est vrai que j'ai eu cet effet de synchronisation, donc ça, je vous donne un scoop, là. Mais c'est vrai que, où j'avais envie, en fait, de vous interviewer, de passer ce moment-là pour vous, pour transmettre, en fait, pour que vous puissiez aussi transmettre de votre côté, pour que votre expérience puisse être transmise au plus grand public. Donc je confirme pour les synchronicités. Alors, Julie qui dit, j'ai récemment supprimé une croyance. Oui, dites-moi. Non, c'était juste pour dire que depuis que le livre est sorti, j'ai plein de retours évidemment, et il y a plein de gens qui me disent que le livre est une synchronicité pour eux. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant que le livre sur les synchronicités devienne une synchronicité pour les lecteurs. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Excellent. Et d'ailleurs, Cornelia, je ne sais pas si, je connais pas tous les bouquins dans le développement personnel, mais je pense que votre livre est unique. Je ne sais pas s'il y a un autre livre qui parle de la rétrocausalité, la synchromédicine, de la manière dont vous le dites vous. Ah non, je pense que c'est totalement une première. Je dis ça en toute humilité. D'accord? C'est la première fois que quelqu'un met en pratique 24 heures sur 24 la rétrocausalité et les synchronicités. Parce qu'il y a des ateliers qui se font, notamment avec Romuald Le Terrier ou Philippe Guimont, où ils font des groupes, c'est très intéressant d'ailleurs, ils font des groupes où ensemble ils disent on va créer des synchronicités, donc en fait ils décident qu'ils veulent voir, et ils tirent des images, et ils veulent voir ces 2 images dans les 2 semaines, des choses comme ça, et en fait ils voient que souvent ça se passe, donc ils arrivent à mettre en pratique la théorie sur le fait qu'on peut créer des synchronicités. Mais l'intégrer dans la vie de tous les jours, tout le temps, je pense que je suis la première à faire ça.
et j'espère la première de toute une série. Donc l'idée c'est vraiment que les autres aussi s'ouvrent et témoignent, mais je pense que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. En tout cas, avec tous les intervieweurs que j'ai eus, ils découvrent tous aussi et ils disent ah mais enfin de la pratique. Oui, complètement, je confirme. Il y a Jem qui pose d'ailleurs la question, est-ce qu'on parle de la même synchronicité que décrit Jung dans ses études? Mais complètement, complètement. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Peut-être pour ceux qui connaîtraient pas, on va peut-être juste rappeler la petite anecdote parce que c'est quand même c'est fondateur. Hein, donc en fait, c'était Jung, donc qui est un psychanalyste qui faisait de l'analyse de rêve, qui était en train de travailler avec une de ses patientes qui stagnait en fait dans sa thérapie. Et là, elle lui raconte un rêve où elle lui parle d'un scarabée doré. Et comme Jung était très au courant de toutes les mythologies, notamment égyptiennes, il a tout de suite compris que le scarabée, c'était signe de renaissance. Donc il s'est dit, wow, il y a quelque chose qui va changer, parce que là, elle rêve de renaissance. Et il essaye de lui transmettre ça. Mais en fait, au moment où la dame, elle a dit le mot de scarabée, ça tapait à la fenêtre et il y a un scarabée qui a tapé à la fenêtre, mais vraiment synchrone avec le mot et le scarabée. Il faut savoir que ça se passait à Zurich, en Suisse, qu'il n'y a pas des scarabées qui se baladent tous les jours, tout le temps. Donc c'était juste totalement impossible. Et ça s'est fait. Et donc Jung, il a parlé pendant 20 ans avec Wolfgang Pauli, qui est un physicien quantique. Ils en ont parlé pendant 20 ans de ce concept. Alors, ils s'écrivaient beaucoup, hein, des lettres manuscrites à l'époque, jusqu'au moment où ils ont vraiment dit, mais c'est comme ça, c'est synchrone, c'est impossible, c'est un message, donc, et qu'ils ont osé en parler, parce qu'à l'époque, c'était entre les années 30 à 50, personne ne parlait des synchronicités, donc ils ont pris le risque. À un certain moment, ils se sont dit qu'il faut en parler. Et donc, pour juste répondre je sais plus qui c'est qui a posé la question. Voilà, l'histoire des scarabées, elle a continué, puisque au moment où Romuald et Jocelyn ont écrit un livre sur la synchronicité, ils étaient à 900 km l'un de l'autre, et ils ont commencé le bouquin en même temps, et ils ont été visités en même temps par un scarabée. Donc, à 900 km, chacun a été visité par un scarabée, et ils ont su que c'était en même temps parce qu'ils étaient connectés avec Facebook. Donc, en fait, ils ont su que c'était. Et quand moi, j'ai commencé à écrire mon livre sur les synchronicités, donc on est dans le même sujet, j'ai écrit à Romuald et à Jocelyn, j'ai dit, voilà, moi, je commence mon histoire, etc. Le jour même, j'ai quelque chose qui s'est pris dans les cheveux, j'ai cru que c'était une gaffe, donc j'ai fait comme ça, et c'était un scarabée. Et donc, j'ai eu la confirmation qu'on était complètement dans la synchronicité. Donc, ça vraiment, ça fait comme ça. C'est magique. Très bon exemple. Oui. D'ailleurs, vous faites une très belle analogie à plusieurs reprises avec les papillons, les chenilles. Oui, c'est vraiment magique dans le bouquin. Juste pour information, pour ceux qui ne savent pas, les concepts de la rétrocausalité a été évoqué dans les années 60 par Olivier Costa de Beauregard, un physicien français, directeur au CNRS, pour ceux qui souhaitent chercher les informations là. Alors, donc, Cornelia, on va parler d'un exemple concret. Là, Jem, on va parler en privé après. Jem dit, a priori, j'épouserai Christina le 1er janvier 2024. Juste, pour info, je pose ça là. Bon, Cornelia, comment on fait concrètement avec la rétrocausalité? Eh ben, on ne peut pas faire ça, parce qu'il ne va pas pouvoir mettre Christina dans sa rétrocausalité. Ah ben voilà, ben voilà, t'es grillé. C'est raté. C'est raté. Voilà. Donc, merci pour le clin d'œil quand même. Complètement, parce que Julie qui dit, bah, il y a plein de commentaires après, qui dit, il faut prévenir son mari, et David qui dit, moi, le 31 décembre 2023, voilà. Bref, ça repart un peu voilà. Donc, mais concrètement, Cornelia, je voudrais bien qu'on prenne un exemple. Par exemple, c'est pas français ce que je viens de dire, mais comment, en effet, parce que je pense que Jem parle d'une date dans le futur qui est pas très proche, en fait, par rapport à ce qu'on veut, et pas forcément en médecine, mais par rapport à la guérison, mais quelque chose qu'on souhaite obtenir dans le futur. Comment on pose, du coup, une deadline, et comment, en fait,
on crée la rétrocausalité. Est-ce que vous pouvez faire un petit spoil? Alors bien sûr, on va pas tout donner parce que le consigne se trouve dans le livre, mais voilà, comment on peut créer une synchronicité pour ceux qui nous écoutent. Le problème, c'est qu'il y en a tellement eu que je n'arrive même plus à me souvenir. Mais par exemple, comment vous avez fait avec le message? On va dire, en fait, de manière générale, la première chose, c'est qu'il faut savoir que ça existe. Donc, il faut se documenter, il faut lire, il faut comprendre, là, il faut nettement suivre mon exemple qui est d'aller dans le futur et d'y parler au présent. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres possibilités de faire ça. Et après, il va falloir réfléchir vraiment sur qu'est-ce que je veux obtenir, parce que en fait, on va pas pouvoir mettre 3 ou 4 objectifs en même temps. C'est un seul. Il faut bien réfléchir à ça, parce que c'est comme si vous êtes sur la Méditerranée. Il faut savoir si vous voulez aller à Barcelone, à Tunis, à Athènes ou à Marseille. Parce que si vous voulez aller aux 4 endroits en même temps, vous arriverez nulle part. Vous allez recevoir des signes GPS qui viennent de partout. Et en fait, vous arriverez nulle part. Donc, il faut mettre un seul objectif. Et ça me permet de faire une petite parenthèse par rapport au livre. J'avais décidé, je voulais absolument qu'il soit édité par Très Daniel. D'accord? Il y a très longtemps, même avant que j'ai commencé à écrire, moi j'ai dit je publierai chez Très Daniel parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition, parce qu'ils sont à cheval sur la spiritualité et les sciences. Moi, j'ai besoin d'avoir les deux. Je voulais absolument Très Daniel. Et quand j'ai commencé à m'occuper de la rétrocausalité, j'ai compris que je ne pouvais pas envoyer mon manuscrit à 30 maisons d'édition différentes, parce que j'allais recevoir des GPS erratiques de partout, et en fait, j'allais publier nulle part. Et donc, ça m'a demandé un acte de foi énorme, qui était, c'est Très Daniel et pas un autre. Voilà. Et j'ai envoyé ce manuscrit que là. Et ça a été extrêmement compliqué jusqu'à ce que ça soit possible. Ça n'a jamais été une ligne droite. Ça fait tac, ça fait tac, il y avait toujours des imprévus, il y avait toujours des obstacles. J'ai dit, mais je ne vais pas lâcher. Et je n'ai envoyé ce manuscrit à aucune autre maison d'édition parce que je savais que j'allais faire une erreur. Donc ça, c'est un exemple pratique. Donc, on va mettre un seul objectif, le plus important, on va dire, et je vous propose vraiment de le mettre dans 2-3 ans. Alors, les gens, ils sont toujours très impatients. Ils disent, oh, mais c'est beaucoup trop long. Ben, écoutez, s'il n'y a pas besoin de 2-3 ans, ben, ça se résoudra avant. Hein? Si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, et puis que vous mettez ça dans 2-3 ans, vous dites ça va jamais arriver, etc. Mais peut-être, si vous êtes vraiment bien centré, et puis que vous suivez les synchronicités et tout ça, peut-être vous allez rencontrer cette personne dans une année. Ça peut être raccourci. Mais il faut mettre suffisamment de temps, ce qu'on ne sait pas, quels sont les nœuds à dénouer qui nous empêchent d'y aller. Donc, il y en a certains, comme on l'a dit, on les connaît, mais d'autres, on ne les sait pas. Et de vouloir précipiter, en fait, on va arriver nulle part, parce qu'en fait, ça n'aura pas été résolu, puis ça non plus, parce qu'on ne savait pas. Il y a tout un travail de déblayage, de nettoyage émotionnel, relationnel, professionnel, familial, enfin, il y a plein de trucs à régler. Et ça se règle pas en 3 semaines ni en 3 mois. Donc, il faut mettre l'objectif. Et puis, quand on l'aura atteint, on pourra mettre un autre. Hein. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est que comme c'est cohérent, si on met un objectif là, les autres choses de la vie vont s'adapter à ça. Et vont s'organiser en conséquence. Donc, en fait, on n'est pas en train de se perdre. Non. Toutes les autres choses réagissent, en fait, et aident, en fait, à arriver là. Donc, je crois que c'est ça la réponse. Et il va falloir que les personnes décident ce qu'elles veulent faire, qu'elles mettent un timing. Et puis après, il faut suivre les synchronicités. Il faut se remettre en question, surtout quand on arrive dans les cul-de-sac. Il faut se dire, bon, ben, j'ai dû me tromper, lâcher les croyances. Et c'est tout un cheminement. Et moi, je dis aux gens, ben alors, écrivez des notes tous les jours.
chaque fois qu'il se passe un truc impossible, chaque fois que ça fait ça, comme ça, là, il faut tout de suite écrire. Et il faut tout de suite écrire. Parce que il faut savoir que le cerveau, il est fait pour oublier. Et que même si c'est le truc le plus génial, dans 3 heures, peut-être vous avez déjà oublié. Vous avez dit, c'était quoi déjà le truc? J'ai complètement oublié. Parce que le cerveau est programmé pour oublier. Il faut bien comprendre ça. Si on se souvenait des millions de choses avec lesquelles on a interagi tous les jours, on deviendrait complètement fou. Si on reste cohérent avec, c'est qu'on oublie à peu près tout. Et que le seul moyen, et moyen efficace d'ailleurs, que l'univers a trouvé, la nature on peut dire, c'est la répétition. Donc, si on veut se souvenir de quelque chose, il faut répéter, comme on a fait quand on a appris à lire, comme on a fait quand on a appris à marcher. Voilà, on a répété, jusqu'à ce que ça devienne automatique, et puis après c'est intégré. Mais tout le reste on oublie. Donc il faut bien avoir compris ça. Quand on va entrer dans un cheminement synchronistique, il faut écrire tout. Moi j'ai des dossiers Word écrits comme ça, parce que tous les jours j'écris. C'est impossible que j'écrive pas. Et des fois, je me souviens que je suis arrivée à telle déduction, etc. Puis je me dis, mais en fait, j'ai déduit ça comment? Je comprends plus. Donc je relis les 3 dernières semaines, là que je dis, ah ben oui, mais bien sûr, c'était ça. J'avais déjà oublié. Donc en fait, le fait d'écrire, c'est vraiment extrêmement aidant. Ça structure aussi, ça concrétise. Et surtout, ça permet de prendre de la hauteur. C'est que je dis aux gens, mais une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, relisez ce que vous avez écrit et vous allez voir comment les choses s'organisent et comment elles sont en train de se mettre en place pour vous amener. Vous allez voir depuis la hauteur. Moi, j'ai un petit truc, alors je donne mon petit truc. Moi, j'écris toujours sur mon fichier Word, j'écris en bleu. Et quand je relis, les moments vraiment charnières, je les mets en rouge. Parce que je suis obligée quand même de tout relire. Mais après, quand je revois, je vois comment ça s'est organisé. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Ok. Une question, est-ce que les airs miroirs qui se répètent font partie de la synchronicité? C'est vrai que c'est très sympa, les heures miroirs. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est un message. Moi j'aime, enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment les heures miroirs parce que c'est un peu magique. Je dirais, ça nous permet de voir que finalement le monde invisible est quand même très organisé. Et puis que je le mettrais plus dans le domaine des coïncidences. Parce que les synchronicités, elles sont quand même beaucoup plus personnelles. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ça fait tac. Moi, j'aime bien aussi. Je dis, oh, c'est cool. Mais bon, ça n'a pas obligatoirement changé ma vie. D'accord? Tandis que la synchronicité qui s'est passée juste après, qui m'a fait, wow. Alors oui, nettement. Donc, je dirais, c'est un petit clin d'œil, mais je suis pas sûre que ça amène beaucoup plus que ça. Ok. Il y a Jem qui pose la question, si on veut être très rationnel, est-ce que ça n'agit pas aussi un peu comme placebo? Finalement, cette maison d'édition, vous étiez persuadé de le publier dans celle-ci et vous avez finalement redirigé vos émotions, votre mental et vos énergies dans cette direction. Est-ce que c'est la rétrocausalité ou la persévérance? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent publier chez Très Daniel et qui n'y arrivent jamais. Donc, c'est du tout évident d'y arriver. Hein. D'ailleurs, dans d'autres, moi j'ai quand même déjà écrit d'autres livres. Alors, j'ai quand même publié 2 livres chez des éditeurs qui étaient quand même des tout petits éditeurs. J'ai aussi publié des livres que je n'ai pas du tout, où je n'ai pas du tout trouvé d'éditeurs. Donc, c'est le cas de la majorité des gens qui écrivent des livres et ne trouvent pas d'éditeurs. Donc, c'était un peu trouver une aiguille dans une botte de foin, quoi. C'était un peu comme ça. C'était très peu probable. Et il a fallu énormément de circonstances qui se mettent en route. Et j'ai quand même failli désespérer plusieurs fois. Donc, ça n'a pas du tout été simple. Et jusqu'à la dernière minute, en fait, on n'a jamais su si ce serait possible. Donc, voilà. Alors, il y a de la persévérance, mais après, tout ce qui s'est passé du côté de chez Très Daniel, moi, j'ai pas de, comment
d'influence là-dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, qui c'est qui a dit quoi, qui c'est qui a pensé que. Enfin, voilà, il y a plein d'inconnus. Hein. Mais disons que j'aurais peut-être pu essuyer un refus. Et puis là, je me serais dit bon, bah alors maintenant je fais quoi? Donc la question elle aurait été différente à ce moment-là. Mais il y a un moment, vous voyez, quand on a l'habitude de faire de la rétrocausalité, à l'expérience, c'est l'expérience, à un certain moment, on voit que ça devient de plus en plus évident et qu'à la fin, c'est presque plus possible que ce soit différent. C'est comme quand vous prenez deux aimants, hein, quand ils sont assez loin, ça va, puis à la fin, ils sont tellement, à la fin, vous se dites, mais c'est impossible que ça se touche pas, à un certain moment, ça fait comme ça. Donc c'est un processus comme ça. Mais j'ai décrit aussi dans le bouquin l'opération dont j'avais absolument besoin et que j'ai passé mon temps un peu de temps trouver des toubibs qui voulaient pas, qui avaient peur, qui me prenaient pour une folle parce qu'on m'a quand même proposé une expertise psychiatrique, hein, juste pour dire. Et en fait, donc j'ai été ballottée des années et je savais très bien quelle opération je devais avoir, mais c'était juste impossible d'obtenir cette opération. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où j'ai dit bonjour au chirurgien, je savais pas encore ce qu'il allait me dire. Il a finalement dit qu'il allait m'opérer, mais il aurait très bien pu dire, écoutez, votre cas, il est beaucoup trop compliqué, je suis désolée, on peut rien faire. J'avais vraiment les deux options. Donc, ben voilà, après, il y a un avant, il y a un après. Et tant que c'est pas arrivé, ben on sait pas. Et voilà, il y a un moment où il fallait absolument que ce soit comme ça. Donc voilà, c'est l'expérience après. C'est une évidence en fait pour vous. Mais je pense aussi à cet exemple où vous avez attendu 18 ou 17 mois, je sais plus, pour avoir un rendez-vous avec une médium. Vous auriez pu très bien aller voir d'autres personnes avant en fait, et vous avez vraiment tenu bon pour la voir elle. Et vous avez attendu. Mais parce qu'en fait, non, parce que cette histoire avec la médium, c'était génial parce que j'en ai vu d'autres. Hein, parce que faut savoir quand même, quand on est tellement mal, on va tous voir des médiums, d'accord? Tous, même les plus rationnels, on va tous voir des médiums, on va tous voir des voyants. C'est impossible qu'on n'arrive pas là-dedans. Puis la plupart du temps, on nous raconte n'importe quoi. Donc là, j'ai encore un petit dossier à écrire là-dessus une autre fois, sur toutes les bêtises qu'on m'a dites, tous les trucs n'importe quoi, voilà. Mais en fait, cette médium-là, je voulais absolument, parce que j'avais beaucoup écouté d'émissions, elle était très pertinente, enfin, je me suis dit, bon, elle, peut-être, elle va m'aider, parce que c'était aussi au moment où j'étais tellement paumée, donc je savais plus quoi faire. Je me suis dit, je vais voir avec elle. Et là, on m'a dit, oui, vous pouvez prendre un rendez-vous, mais c'est dans 17 mois. 17 mois. Vous prenez et je me suis dit, bon, ben, je vais prendre parce que on verra, je pourrais toujours annuler. Mais en fait, ce que l'univers m'a dit avec ça, en disant, mais écoute, tu vas régler ton problème toute seule. Tu peux prendre ton rendez-vous, mais en fait, le problème, tu vas te régler toute seule. Mais j'ai toujours ce rendez-vous prévu. Et puis, un mois avant, je me suis dit, bon, ben, je garde ou je garde pas parce que je peux décommander quand je veux. Je dirais là des clients. Maintenant, elle attend, il y a 3 ans d'attente maintenant. Donc, voilà. Et donc, et puis à la fin, j'avais en fait réglé mes problèmes. Du coup, je me suis dit, ben, je vais quand même faire cette consultation pour voir ce qu'elle va me dire. Parce que du coup, j'ai plus besoin d'elle. Et ça, c'était génial parce que du coup, elle m'a donné la pièce centrale du puzzle que je n'aurais jamais pu trouver. Mais en fait, j'en avais pas besoin pour guérir, mais c'était juste pour donner de la cohérence à l'histoire. Et donc, oui, c'est comme ça. Oui. Il y a Julie qui pose la question, quel livre lire en premier? Ses souvenirs du futur ou comment les synchronicités ont changé ma vie pour mettre en application? Alors, je vais dire tout de suite, il faut lire mon livre. Et c'est pas parce que c'est moi. Parce que dans mon livre, moi je suis en fait une vulgarisatrice. Je prends des choses extrêmement compliquées avec ma base scientifique, je les digère pendant 3-4 ans, et puis après je les ressors de manière à ce que tout le monde comprenne.
Se souvenir du futur, c'est un livre qui est très, très important. Ça a changé ma vie, d'accord? Mais il est vraiment très, très difficile à comprendre. Il est vraiment, vraiment très difficile à comprendre. Donc, si vous avez quelque chose à comprendre, lisez le mien. D'ailleurs, j'aime pas tellement dire le mien parce que j'ai pas l'impression, en fait, que c'est mon livre. J'ai l'impression que c'est le livre de l'univers. Que j'ai eu un rôle là-dedans. Alors, je suis très honorée qu'on m'a donné ce rôle, mais en fait, c'est pas un truc personnel. Mais c'est un livre qui est très, très, très important. Parce que, justement, il amène des outils. Dans ce souvenir du futur, vous allez comprendre par-ci, par-là des bouts, mais en fait, on a déjà tellement changé maintenant avec, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Romuald, hein, donc celui et il m'a dit votre livre il est extraordinaire, il m'a dit ça comme ça, mais il m'a dit j'ai compris plein de choses en lisant ce livre. Donc voilà, c'est pas de la pub, c'est juste vous dire que vous allez beaucoup plus facilement comprendre avec ça, parce que c'est dans la vie concrète de tous les jours. On n'est pas dans une théorie voilà de physicien. Oui, il y a vos exemples très concrets, authentiques, où vous livrez vraiment sans filtre, en fait. Oui. On va pas tarder. Oui, je vais attendre les dernières questions. Oui, pardon. Oui, allez-y. Non, en écrivant le livre, je me suis dit, maintenant, moi, je raconte ce que je vis, parce que c'est comme ça que je vais toucher les gens. Si je leur donne des déductions intellectuelles de ce que j'ai vécu, ben ils vont se dire c'est très intéressant, ils vont pas savoir quoi faire. Il faut que les gens qui puissent s'identifier à mon histoire pour pouvoir prendre et puis ensuite faire quelque chose avec ça. Donc j'ai tout de suite décidé que j'allais en fait dire comme elles étaient, sans filtre effectivement. Je m'expose, mais j'ai décidé justement, moi, mon ego, il n'existe plus. Parce que je vous ai dit, avec le travail de transformation du parcours initiatique, mon ego, il est plus là. Donc, je peux dire les choses comme ça, j'ai rien à cacher, j'ai rien à prouver, juste je transmets de l'expérience. Voilà. Merci Cornelia. Il y a Anne-Laure qui a posé une question et je vais répondre avec une question que je préparais pour vous parce que je prépare une citation de vous. J'ai rapidement compris que c'était pour sauver ma famille que j'étais tombée si bas et si malade. Il fallait arrêter cette transmission malheureuse véhiculée par la loyauté familiale inconsciente. Ma question est comment vous avez pris conscience de ces liens transgénérationnels et comment en sortir selon vous? Alors, les comportements des membres de ma famille sont complètement aberrants. Donc, et j'ai vu se reproduire régulièrement des situations, par exemple dans la vie de mes enfants, par rapport à des situations qui ont été vécues par exemple moi-même ou mon ex-mari ou par nos parents, etc. Et j'ai vu que c'était la même chose qui se reproduisait, mais même jusqu'aux mêmes dates, au même lieu. C'est un truc de fou. Donc, il faut savoir que, bon, dans mon métier de psy, la psychogénéalogie, ça faisait partie de mon pain quotidien. Donc, je le voyais régulièrement chez les patients. Je leur disais, ouais, mais là, vous parlez de vous, mais en fait, c'est l'histoire de votre grand-mère. Et puis, les gens, ils se disaient, ah ouais, ils n'avaient pas remarqué. Donc, en fait, j'avais beaucoup de problématiques psychogénéalogiques avec mes patients, mais je voyais que chez nous, il y avait plein de choses qui se reproduisaient, mais de plus en plus. Hein, plus j'y réfléchissais, mais je me disais, ouais, mais ça et ça et ça. Et donc, là, il y a eu, ça a poussé jusqu'à ce que je puisse plus supporter, jusqu'à ce que ça devienne complètement fou. Et là, j'ai compris que maintenant, il fallait que j'aille faire de la spéléologie hein, dans toutes nos histoires ancestrales et j'allais sortir tous les vieux fantômes des tiroirs parce que avec la psychogénéalogie, on le sait, c'est l'inconscient familial qui est pollué, grave. Et puis ça vient des deux parents, hein, et après il y a encore tout ceux d'avant, donc c'est un micmac épouvantable. Et en fait, tant qu'on a compris la transmission psychogénéalogique qui ne se fait pas par le comportement, même pas par les parents, et des fois ça saute des générations et puis ça refait la même chose, c'est vraiment au niveau de l'inconscient familial.
j'ai compris que là, maintenant, moi, j'ai compris d'où ça venait, j'ai vu les reproductions, j'ai tout écrit. Je me suis dit, là, maintenant, on peut pas laisser repartir ça dans les secrets, parce qu'il y a des secrets de famille partout. Et il faut que j'arrête cette transmission. Parce que la transmission psychogénéalogique est une transmission inconsciente. Et c'est l'équivalent d'une malédiction. Mais vraiment. Il y a à chaque fois, le problème n'est pas résolu par des gens, voilà, les adultes. Ça se reproduit sur l'enfant et ça se reproduit de génération en génération. C'est infernal. Et le seul moyen pour arrêter ça, c'est que ça monte à la conscience. C'est la conscientisation. Et donc là, moi, ça m'a poussé au bout de ce que je pouvais. Donc à un certain moment, c'était soit je meurs, soit je parle. Mais j'avais plus d'autres options. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment mourir pour se taire et pour que ça reparte et que les générations futures continuent d'être à porter ces casseroles, ou est-ce qu'on trouve le courage et on va dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre? Parce que c'était très, 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 très difficile. Et donc, voilà, moi, je me suis dit, dans la position que je suis la seule à avoir toutes les informations. Parce que j'ai les informations de mon vécu, j'ai les informations de ma profession, j'ai les informations de ce qui s'est passé chez mes parents, de ce qui s'est passé chez les parents de mon ex-mari, j'ai tout. Donc maintenant, on va le dire. Évidemment, ça n'a pas été apprécié du tout. Hein, mais j'avais plus le choix. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai tout écrit sur un fichier Word et j'ai donné ce fichier à chacun de mes enfants en disant, vous avez toutes les informations, vous le lirez ou pas. On en a parlé quand même, hein, je veux dire, j'ai quand même, mais après, bon, c'était pas très bien reçu. J'ai dit, je vous donne les informations, voilà, vous avez chacun les informations. Moi, je m'arrête là. Je vous passe le témoin. C'est vous maintenant qui êtes responsable de ce que vous allez en faire par rapport à vos enfants. Donc j'ai fait ça. Et après j'ai dit maintenant je lâche et maintenant je vis ma vie parce que j'ai sacrifié en fait un peu ma vie à les guérir. Et en fait je pense qu'ils prennent en conscience d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années. Enfin, ils sont pas du tout en mesure de prendre conscience maintenant. C'est pas, mais ils ont les informations quelque part et ils les verront peut-être quand je serai morte. Je sais pas, c'est égal. C'est sorti, c'est venu à la surface et donc on a. Et vous avez fait votre part. Ouais, voilà. Et comment, en fait, êtes-vous d'accord que pour arrêter ces transmissions, il y a besoin d'être accompagné? Transgénérationnel, je parle. C'est idéal, évidemment. C'est idéal. Mais je crois que tout le monde n'a pas la possibilité de toujours, parce que ça coûte cher aussi, hein, d'être accompagné, d'avoir un psy, etc., qui y connaît quelque chose, parce que quand même, il y a beaucoup de psy qui connaissent pas la psychogénéalogie. Alors, je dirais, en tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de livres. Il y a quand même beaucoup de livres. Et ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre. En fait, moi, la psychogénéalogie est arrivée à moi par rapport à un de mes enfants où vraiment je comprenais rien, hein, je savais pas ce qu'il fallait faire. Et c'est là que, c'est une synchronicité, nettement, est arrivé un livre sur ma table qui s'appelle Aïe mes aïeux de Anna Schutzenberg, qui est quand même une des plus grandes psychanalystes et psychosomaticiennes et prof de psycho à l'université, et qui a écrit un pavé comme ça, où elle racontait toutes ces histoires très, très, très bien documentées. Donc, j'ai lu ce livre, et tout à coup, j'ai tout compris, quoi. Après, il fallait faire le lien entre ce qui se passait dans ma famille et ce que j'étais en train de lire dans le livre. Donc, ce livre est excellent, vraiment, vraiment, on peut encore l'acheter, donc il s'appelle Aïe mes aïeux. Et quand on en a marre de lire tout ce qui, quand on en a marre de lire tout ce qui est documenté, scientifique et tout, on lit juste les histoires et on comprend juste avec les histoires. Donc elle donne tout le temps des exemples. Et puis après, moi j'ai lu encore d'autres. J'ai aussi lu Serge Tisseron,
sur les secrets de famille. Enfin, il y a beaucoup de... On peut quand même bien avancer si on prend conscience qu'il y a des choses qui se répètent. Et après, on prend des notes, déjà. Et puis, on peut éventuellement commencer à en parler avec les autres. Cela dit, les autres membres de la famille n'ont jamais très envie qu'on aille sortir les vieux fantômes du tiroir. Donc, il faut avoir du courage. Mais moi, je l'ai fait vraiment pour mes petits-enfants. Parce que j'ai vu quand mes petits-enfants étaient déjà touchés par la loyauté. Ils commençaient déjà, il y avait déjà des tabous. Enfin, j'ai vu que ça continuait. Donc, j'ai dit non, stop là. J'ai eu les informations, donc maintenant, je les transmets. Merci Cornelia pour vos réponses. Oui, je mettrai tous les liens des livres dans le lien, parce que là, je peux rien mettre pendant les lives, mais je les mettrai après les lives. Alors, il y a Julie qui vous dit, c'est très courageux d'être la briseuse des cycles d'une famille. Bravo. Oui. Il y a... Et Anne-Laure qui dit, ça je l'ai vu avec ma psy, comme vous Cornelia, mais même si ma démarche est d'y travailler, je replonge et mon corps est tabou. Ouais, bien sûr. Ben oui, parce que je pense qu'il y a encore des choses à dégager. Donc, il faut pas perdre espoir, mais il faut vraiment suivre cette rétrocausalité. Il faut se mettre un objectif, il faut suivre et il va falloir penser autrement. Parce que en fait, quand on est dans une problématique, on pense toujours la même chose. D'ailleurs, dans notre jargon, on appelle ça les ruminations futiles. Les ruminations futiles. En fait, on a 60 à 70%, 70 000 pensées par jour et les 90 sont toujours les mêmes. Donc, on pense toujours comme ça, on se dit, ouais, et à un certain moment, il va falloir penser différemment. C'est là que justement, c'est d'avoir un psy ou quelqu'un d'autre qui nous dit, mais t'es sûr de ce que tu dis là? Parce que moi, je me souviens très bien d'avoir fait un travail comme ça dans une formation. C'était simplement une formation d'analyse transactionnelle. Mais au moins 30 ans en arrière. Et donc, on devait chacun donner un exemple. Donc, moi, j'ai amené un exemple avec ma mère, parce que c'est toujours été hyper compliqué avec ma mère. Et puis, je raconte, je ne sais même plus ce que c'était, mais enfin, je raconte l'événement. Et puis, la formatrice se dit, alors, qu'est-ce que vous en avez déduit? Alors, j'ai dit, évidemment que ceci, c'est là. Puis, je donne ma tête, elle me dit, ah bon? Parce que moi, je pensais que ceci, c'est là. Elle me disait à peu près le contraire. Et c'est juste vraiment percuté parce que ce qu'elle disait était tout aussi possible. Donc, moi, ça faisait 15 ans que je répétais toujours le même truc, mais en fait, on pouvait penser autrement. Et donc, c'est Einstein qui dit qu'il faut penser à côté. Il faut penser à côté. Donc, si là où vous êtes maintenant, ça va pas, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas la bonne façon de penser. Donc, il faut trouver des interlocuteurs qui vont vous dire, mais écoute, peut-être tu pourrais penser comme ça, ou t'es sûr de ce que tu dis, parce que il y a une façon unilatérale de voir les choses, peut-être que c'est différent. C'est bien aussi de travailler en groupe. Moi, j'ai beaucoup travaillé en groupe. Et quand on est en groupe, d'abord le groupe, ça rend plus intelligent. Et puis, on a, sur une problématique, on a 6 ou 7 avis différents. Donc, en fait, on voit que il n'y a pas qu'une façon de voir les choses, il y en a toutes sortes d'autres et ça donne de l'espace, ça permet de penser à côté. Donc il faut changer de dynamique. Je suis d'accord avec vous Cornelia, je suis adepte des choses qu'on n'a jamais fait. S'il n'y a rien qui fonctionne ou si on tourne dans le même cycle, c'est faire pour la première fois quelque chose que l'on n'a jamais fait. D'ailleurs, c'est ce qui vous est arrivé avec les livres, c'est que la rétrocausalité, c'était la dernière solution et la seule à laquelle vous n'avez pas pensé. Oui, vous avez testé tellement de choses. Je savais pas. Oui, tout à fait. Complètement. Cornelia, comment on peut travailler avec vous, à part le livre, que je vais bien sûr mettre dans le commentaire, dans le lien. Vous faites du coaching rétrocausal, vous faites des ateliers sur ce livre-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour les personnes qui ont besoin qui ont envie de travailler avec vous après? Alors, là, moi, je propose quand même, la première chose, il faut lire le livre. Franchement, parce que, en fait, il faut s'imprégner. Il faut comprendre, et puis après, il faut s'imprégner. Et quand vous lisez le livre, parce que c'est quand même un truc de la vie de tous les jours, vous allez comprendre, parce qu'il faut aussi apprendre le langage synchronistique. Ça sert à rien d'avoir des synchronicités si on les comprend pas. Donc, en fait, il faut développer le langage synchronistique. Les synchronicités, c'est pas toujours des trucs sympas. Il y a aussi plein de trucs qui vont pas du tout. D'ailleurs,
ma pire expérience, c'est avec la première opération où toutes les synchronicités ont voulu m'empêcher absolument de monter sur cette table d'opération. Et j'ai pas compris, je savais pas qu'il y avait des synchronicités négatives, donc j'ai forcé, je suis allée me faire opérer et c'était la catastrophe dont je porte encore les séquelles aujourd'hui. Mais l'univers avait vraiment essayé de m'empêcher. Donc il y a des synchronicités de blocage, il y a des synchronicités de clin d'œil, il y a des synchronicités d'encouragement, il y a des synchronicités qui se moquent un peu de vous en disant t'es sûr c'est un langage, il faut apprendre une langue étrangère, c'est une nouvelle langue. Et il faut donc l'apprendre. Donc avec le livre, vous allez commencer à voir comment on peut se laisser imprégner de tout ça, comment on peut penser autrement, comment on peut comprendre. Donc ça, c'est une première étape. Après, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, il fallait proposer des ateliers. Parce que c'est vrai que dans le livre, il n'y a pas que la rétrocausalité, il y a mon expérience de vie, il y a mon expérience de médecin, de toutes les connaissances de thérapie émotionnelle, toutes les choses que j'ai développées ou que j'ai appris pendant ma vie, voilà. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Donc c'est vrai que j'ai compris très vite que le livre donnait une bonne idée, mais que les gens seraient assez vite démunis pour appliquer la rétrocausalité dans leur vie. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse un atelier. Donc, j'ai créé un atelier qui est en 10 séances et nous allons le proposer dans quelques semaines, Christina, parce que comme on l'a dit, alors on peut déjà l'acquérir maintenant, mais l'idée c'est vraiment, d'abord on lit le livre, on comprend et après on va pouvoir passer à l'atelier. C'est facile, l'atelier c'est 10 séances et à chaque fois des documents PDF de théorie et des documents PDF de pratique. Parce qu'il va falloir intégrer toute la théorie dans la pratique. Autrement, ça ne sert à rien. C'est un livre très intéressant. Comme je l'ai dit, 80% des choses, on va les oublier. Et puis, dans 3 mois, on dit, ouais, c'était un bouquin sur la rétrocausalité, puis c'est tout ce qu'on sait dire. Donc, ça suffit pas. Donc, c'est en intégrant toutes les connaissances théoriques et en les mettant dans la pratique, là, on va commencer à pouvoir vraiment mettre en place quelque chose. Et puis, quand on a fait les ateliers, et puis que quand même, on sait pas, c'est un peu plus compliqué que ça, alors on peut faire du coaching rétrocausal. Donc là, vous me contactez via mes sites, et puis on va mettre alors des consultations personnelles. Donc c'est l'équivalent d'une psychothérapie, mais avec l'angle rétrocausal, et ça se fait par Skype, par Zoom. En visio. En fait, les ateliers sont en visio. Oui. Voilà. Commencez pas par la consultation, à moins que vous soyez extrêmement pressé, parce que moi, en 1 heure, je vais pas pouvoir vous dire tout ce qu'il y a dans le bouquin et tout ce qu'il y a dans l'atelier. Donc, je proposerais plutôt de faire une autre démarche. Maintenant, si vous êtes très pressé, voilà, on peut faire je suis disponible parce que je laisse maintenant mon temps pour la transmission. Donc, j'ai fermé mon cabinet médical. J'étais obligée à cause de la maladie, mais maintenant, je suis 100% sur les réseaux et tout ça, donc j'ai du temps, je peux offrir ces consultations. Oui. Donc, moi, je propose quand même que ce soit par étapes parce que, voilà, c'est avec les exemples que vous comprenez le mieux. Et les exemples, ils sont dans le bouquin. Voilà. Oui. Mais en tout cas, les personnes qui souhaitent travailler avec vous à titre personnel peuvent vous contacter dès maintenant. Je mettrai des liens aussi de votre site pour un coaching rétrocausal en individuel, pour travailler en exclusivité avec vous. Cornélia, j'ai la dernière question. Est-ce que vous avez prévu d'être youtubeuse à 71 ans? Dites-moi ça. Pas du tout. D'ailleurs, il faut que j'ai pas pensé en plan, j'arrive pas à faire tout. C'est un truc de malade. Non, parce que moi, j'avais déjà une chaîne YouTube, j'avais commencé à faire des programmes et tout ça. Puis après, je me suis dit, maintenant, je suis trop vieille, parce que maintenant, j'ai quand même 72. Et donc, je me suis dit, il y a un problème d'image, maintenant, je veux plus la tête qu'il faut pour ça. Et puis, j'ai compris que l'univers se moquait complètement de ça. Il fallait que je transmette. Donc, je me suis dit, je vais relancer ma chaîne YouTube. Et j'ai eu un problème avec le titre parce que j'en ai parlé avec ma psy aussi, parce que il fallait accrocher les gens. Elle m'a dit, il faut que vous disiez que vous êtes médecin. Et puis moi, j'aime pas tellement les étiquettes.
Elle me dit, mais vous êtes médecin, vous n'êtes pas médecin? Je dis, oui, je suis médecin. Bah, alors dites-le. J'ai dit, ouais, mais. Donc, on a fini par écrire, Cornelia Gauthier, le docteur vous parle. C'était sous l'impulsion de ma psy, j'aurais pas osé. Et puis voilà, donc oui, j'ai relancé. Et puis là, de nouveau, depuis quelques semaines, j'ai pas publié parce que j'ai juste pas le temps, mais je vais reprendre. Donc en fait, faut juste que j'ai le temps d'enregistrer les. J'ai des sujets pendant 25 ans à parler, donc oui, de temps en temps, je vais mettre de nouveau des nouvelles vidéos. Oui. Non, en tout cas, vous êtes sur YouTube. On peut vous retrouver sur YouTube. Voilà. Alors, Jem qui vous dit, elle bluffe, elle a 57 ans. Il est trop chou, merci beaucoup. Voilà. Mais Jem, c'est celui qui voulait se marier avec moi. Maintenant, je voulais se marier avec. Mais justement, j'ai un doute là. Je ne sais plus s'il est dans la rétrocausalité ou pas, Cornelia. Mais bon. En tout cas, Julie dit, Cornelia, vous avez une nouvelle abonnée. Julie Garel, que je connais très bien, qui est psychologue du travail, exceptionnelle et qui fait des choses extraordinaires. Bon, Cornelia, je vais terminer, si vous souhaitez, par une citation que vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, parce que je l'adore. Certains nous prendront pour des allumés, mais d'autres vont comprendre plein de choses qui leur arrivent dans leur vie. Nous les aiderons à se constituer une boîte à outils. C'est ce que vous appelez la 4e étape du voyage initiatique, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Oui, nettement. Oui. Là, c'est la transmission maintenant. Ouais. C'est exactement, c'est ce que j'admire chez vous. Je suis l'exemple vivant. Je suis l'exemple vivant que ça a marché. Vous voyez, je suis complètement. Voilà. C'est vraiment la transmission que vous réalisez dans l'intérêt d'autres personnes, pas dans le vôtre, qui souhaitent s'en sortir et peuvent bénéficier de votre expérience, soit via vos bouquins, soit via des coachings rétrocausal, soit les ateliers que vous proposez. Merci pour votre sagesse, pour votre lumière, pour tout ce que vous transmettez. Merci à toutes les deux. Je vous en prie. Est-ce que, Cornelia, vous souhaitez dire quelque chose de votre côté avant qu'on termine? Bon, écoutez, je suis ravie que vous m'ayez interviewé. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont écouté. J'aimerais vous proposer de m'aider, en fait, parce que là, il est vraiment question de transmettre et que chacun peut faire un clic. Et juste envoyer le lien, par exemple, du replay à tous ses contacts. Le but, comme je vous ai dit, il n'y a plus rien de personnel dans cette démarche. C'est uniquement de la transmission maintenant. Et l'objectif, c'est que ce bouquin, il circule vraiment beaucoup. Parce qu'il va aller rencontrer les dépressifs, les douloureux, ceux qui n'y croient plus, enfin, ceux qui sont plongés dans les religions ou dans le New Age. Enfin, en fait, ça va aller retrouver les gens là où ils sont, leur dire, mais regardez, on peut se sortir de là. Donc, je pense que c'est un livre d'espoir et il a besoin vraiment de circuler énormément. Donc, vous pouvez nous aider en transmettant, en faisant des clics, en partageant sur vos réseaux. Faites ça. Un clic, c'est vite fait, quoi. Donc, mettez à la limite un petit commentaire personnel et il y a des gens qui vont pouvoir changer leur vie grâce à vous. Oui. Donc, vous avez un rôle. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui. Cornelia, il y a eu des questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Si vous voulez après revenir sous le live pour répondre, bien sûr, avec plaisir. Et les personnes peuvent vous contacter, bien sûr, à titre privé. S'ils souhaitent vous parler, etc. Donc, en tout cas, merci à vous. On va refaire un live. On a déjà vu avec Cornelia, peut-être au mois de juin, oui. Quand je reviendrai d'Amazonie ou enfin voilà, fin juin, on verra ça avec Cornelia, mais c'est avec plaisir. Donc, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me les transmettre. Et merci Cornelia, oui. Merci pour tout ce que vous faites. Merci Christina de faire votre part. Et merci à tous les participants et participantes qui nous ont écoutés ce soir et qui vont nous écouter parce que j'ai reçu des messages qu'il y a pas mal de personnes qui vont nous écouter en replay. Donc, voilà. Super. Bon, je vous souhaite une belle soirée rétrocausale. Belle soirée à tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir.